On va démarrer lentement mais sûrement. Donc bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier chaleureusement Émilie Prader avec qui nous avons préparé cette rencontre et toute l'équipe du Théâtre de la Cité et en particulier aujourd'hui l'équipe technique qui nous accueille dans ce superbe lieu et l'équipe de salle qui sera présente avec nous pendant 7h30 et qui fera circuler un micro si vous souhaitez intervenir durant la rencontre. On espère vivement que vous interviendrez. Alors, donc nous voilà réunis, mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, pour cette 9e rencontre université sur le thème de la sororité. Pour ce 9e rendez-vous, on a retenu le titre suivant, Toutes pour une et une pour toutes, la sororité en question. J'imagine que vous avez reconnu la référence à la fameuse devise des 3 mousquetaires de Dumas, tous pour un et un pour tous. Une devise qui rend compte de la solidarité à travers l'histoire, la solidarité qui est souvent associée à la camaraderie, une notion virile, belliqueuse. Le concept de solidarité dite féminine est relativement récent. Du latin sororitas, communauté religieuse de femmes, ce n'est qu'au XVIe siècle que ce terme fut employé au-delà des connotations religieuses, et notamment sous la plume de Rabelais, et pour donc rendre compte des liens entre femmes. Avant d'être revendiqué comme une force de résistance politique face au patriarcat, le terme a été utilisé aux États-Unis pour faire référence à des organisations étudiantes semi-secrètes, aux pratiques perçues comme occultes. Puis la seconde vague féministe américaine proclame dans les années 70 « Sisterhood is powerful », donc la sororité est une force. Le terme sororité disparaît un petit peu, puis il revient en force à l'orée de la première décennie du XXIe siècle avec le mouvement MeToo. Le terme sororité reste très ancré dans une conception des années 70, donc deuxième vague du féminisme, et donc une conception relativement binaire. Il serait évidemment intéressant d'étendre le débat au-delà du binarisme et d'envisager une rencontre autour de ce qu'on appelle l'adelphité, c'est-à-dire la solidarité entre semblables, donc qu'ils soient hommes, femmes, trans, binaires, non binaires. Ce sujet sera certainement abordé dans une autre université. Aujourd'hui, nous vous proposons de resserrer la focale et d'échanger donc autour de la sororité, pendant féminin de la fraternité, et donc on va essayer de voir quel est le sens de sororité dans nos quotidiens. C'est en compagnie de 3 invités que nous allons aborder la question. Donc Chloé Dabert, qui est directrice du Centre dramatique national de Reims, qui est comédienne, metteuse en scène, et notamment de la très belle pièce Le Firmament qui se joue ici jusqu'au 15 mars. Anouk Dequet, directrice de l'agence de communication éponyme Anouk Dequet, donc, et qui est présidente de l'association Femmes Chefs d'entreprise France. Et Emmanuelle, à qui je tourne le dos, donc hop, je vais me pousser. Emmanuelle Durand-Rodriguez, journaliste et économique, fondatrice de Tell Me Studio. Je précise que lorsque nous organisons les rencontres universités, nous avons à cœur à favoriser la parité. Pour ce rendez-vous, notre attention s'est portée sur des intervenantes. Je reviendrai plus tard dans mes questions sur l'implication des hommes dans le débat, évidemment. Et ce débat va évidemment donner la parole à toutes et tous. Donc, participez, tout le monde, osez prendre le micro, la parole est à vous. Je tiens à rappeler que nos invités ne sont pas philosophes, elles ne sont pas théoriciennes du genre, qu'elles ne s'érigent pas en spécialistes de la sororité. Elles sont toutes de très grandes spécialistes de leur domaine et c'est à travers leur domaine de spécialité qu'elles vont aujourd'hui prendre la parole et donc nous revenir sur le thème de la sororité. Je vais donc, puisque c'est important vraiment de contextualiser cette prise de parole, chacune va parler à son endroit. Je vais vous proposer de présenter rapidement votre parcours, de façon à ce qu'on fasse plus ample connaissance. Emmanuelle ? Moi, j'ai 56 ans. Je m'appelle Emmanuelle Durand-Rodriguez.
Je suis journaliste économique. On a toujours l'impression que c'est économique, c'est moins cher, mais non, disons que je suis spécialiste de l'économie et aussi des sujets de technologie, de sciences. Et je m'intéresse en particulier à l'économie au sens de la transformation de l'économie au regard du changement climatique. Donc l'économie, la technologie et aussi le lien avec la société. Et j'ai un fil rouge permanent autour de l'inclusion et de l'égalité ou des égalités, puisqu'il me semble qu'il ne peut pas y avoir de transformation de la société, du monde, sans une transformation des modèles économiques, du lien à la terre et du lien entre les humains, et hommes et femmes. Donc pendant longtemps j'étais salariée dans des rédactions, donc dans des médias économiques, BFM Business et La Tribune notamment. Et puis maintenant, je suis indépendante. J'ai créé un site internet qui s'appelle Tell Me Studio et un podcast qui s'appelle Tell Me 2050, avec l'idée justement de donner la parole à des gens, femmes et hommes, qui prennent le temps de se poser pour imaginer la suite ou imaginer même l'économie et tous les sujets dont j'ai parlé aujourd'hui et pour l'avenir, quoi. Voilà. Et je suis très heureuse de parler de sororité. On en parlera tout à l'heure, mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et je préciserai peut-être pourquoi ça me tient à cœur. Mais honnêtement, je trouve que même si les temps sont difficiles, il y a une chose qui me fait particulièrement plaisir en ce moment, c'est justement tous les liens que je peux avoir, et j'en ai beaucoup aujourd'hui, avec mes amis, la plupart du temps féministes ou hommes qui ont vraiment commencé à bien réfléchir à nos liens et à nos liens qui évoluent. Merci beaucoup, Chloé, Anouk. Chloé. Bonjour. Moi, tu m'as déjà présenté, alors je ne sais pas trop quoi dire maintenant. J'ai 47 ans. J'étais, puisque tu as dit, je suis sororale sur ce coup-là, je le dis. Sur l'âge. C'est marrant d'ailleurs parce que du coup, on en parlera de ça, de l'âge, parce que c'est quand même une question de dire l'âge moi, on dit souvent mon âge dans la presse, et j'ai remarqué que j'ai eu un super article dans Le Monde l'autre jour, et elle commence la phrase par dire Chloé Dabert a 47 ans. Et je me suis dit, pourquoi elle met mon âge en fait, c'est très bizarre parce qu'en fait, ça c'est un truc peut-être qui s'adresse particulièrement aux femmes, mais bon voilà. Ça m'a fait penser. J'avais pas du tout pensé à dire mon âge, mais bon. Mais voilà, mais je le dis. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que du coup, je suis comédienne de formation. J'étais formée au Conservatoire d'art dramatique de Paris dans les années 2000. Donc, je suis sortie en 2002 du Conservatoire, jeune actrice. C'est une promo de laquelle est sorti énormément de metteurs en scène, mais moi, à ce moment-là, c'était compliqué. C'était compliqué de faire du théâtre, et pour une femme, c'était assez évident qu'il fallait que d'être actrice. C'était moins évident d'être metteur en scène. Il n'y avait pas de figure. À part Ariane Mouchkine, il n'y avait pas de grandes figures comme ça, de modèles. Donc en fait, moi j'y suis allée un peu comme ça. Donc j'étais actrice, puis j'ai commencé à diriger mes copains et à faire de la direction d'acteurs. Donc j'ai longtemps dit que j'étais plutôt directrice d'acteurs et pas trop metteur en scène. Et puis finalement, ça a pris du temps, mais j'ai bénéficié d'un moment où il y a eu une volonté politique d'amener la parité dans le milieu de la culture. Donc, je suis le début de cette chose-là où tout à coup, pour les femmes, ça a été possible de faire de la mise en scène. Mais en fait, je dois dire mon âge pour dire que c'est relativement récent, puisque là, des filles qui ont peut-être 10 ans de moins que moi sont moins concernées, mais en tout cas, de ma génération, c'est vraiment nouveau. C'était nouveau, quoi. En tout cas, j'ai pas commencé à faire de la mise en scène tout de suite. Et donc voilà, donc je suis devenue metteuse en scène. J'étais associée à plusieurs CDN, à Lorient, à Angers, et puis
Et puis voilà, donc j'ai fait des spectacles et depuis 5 ans, je dirige un CDN comme celui-ci, mais à Reims, qui s'appelle la Comédie de Reims. Et voilà. Merci. Anouk? Bonjour, je suis Anouk Dequet, bonsoir à tout le monde. J'ai 20 ans et j'ai monté mon entreprise il y a 30 ans. Donc j'ai une agence de communication qui est spécialisée dans le développement des entreprises. Donc je suis très tournée vers l'économique en fait. Et j'ai eu un petit parcours de représentation d'engagement dans l'économie, puisque j'étais présidente de syndicat patronal pendant très longtemps, 12 ans. Ce sont tous des mandats bénévoles et j'y tiens. J'ai été première vice-présidente de la Chambre de commerce, mandat aussi donc bénévole. Et je suis aujourd'hui présidente des femmes chefs d'entreprise de France. C'est quoi cette association? C'est la plus ancienne association de femmes chefs d'entreprise en France. Elle a plus de 75 ans. On représente plus de 2000 adhérentes en France, plus d'1 million dans le monde. Et on représente plus de 100 000 salariés et plus de 8 milliards de chiffre d'affaires. Voilà. À part ça, une agence de communication, ça fait de la communication avec des métiers différents qui sont les relations presse. Et je tiens à saluer ma collaboratrice Dominique, là, qui est dans le public. Donc les relations presse, le digital, notre collaborateur est là, Benjamin. Le digital, les événementiels, les relations publiques et le lobbying. Voilà. Super, mais merci beaucoup. Alors on va commencer avec quelques questions. Et tout à l'heure, en discutant, on s'est mis d'accord qu'on avait le droit que c'était ok de pas être d'accord et que même c'était bien si on n'était pas d'accord. Donc, alors ma première question très large et de fait très difficile. Quelle serait votre définition de la sororité? Qui se lance? Ma définition de la sororité, je pense qu'il faut être assez concrète. Je lisais dans la présentation de la soirée que c'était une question qui divise. Je vais répondre à la question, et c'est même ma définition. Plus que quelque chose qui divise, je trouve au contraire que c'est quelque chose qui unit, et qui nous unit très fortement. Et je trouve qu'on a... en dehors du fait que beaucoup de choses sont complexes, beaucoup de chance de vivre le moment qu'on vit ici, en tout cas, en l'occurrence en France, et pas dans d'autres pays dictatoriaux où il n'y a aucun droit des femmes. On a la chance de vivre un moment où justement, je trouve puissant ce mouvement de sororité. Et donc, si je devais le définir, je dirais c'est concrètement s'épauler, se soutenir. Et pourquoi se soutenir et pourquoi s'épauler? Pourquoi ce besoin brutalement de s'épauler ou de se soutenir? Donc j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur l'évolution du terme sororité et sur sa résurgence après la deuxième vague féministe des années 70. Pourquoi on en a besoin? Parce qu'on a là, en ce moment, il y a un mouvement global de libération de la parole et au-delà de revendications très très fortes. Et pourquoi il émerge maintenant? Je pense qu'il émerge parce que justement le mot de fraternité ne nous a pas suffi. C'est-à-dire moi pendant longtemps, j'ai vraiment fait confiance aux valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Et j'ai fait confiance aussi à l'idée, c'était vraiment une sorte de mythologie en réalité, que les progrès allaient venir à tout niveau, économiques, sociaux, personnels, etc. Ils allaient venir naturellement. Donc j'ai fait confiance à la République, aux gouvernements successifs pour qu'ils prennent en charge les sujets qui nous importaient, qui m'importaient. Et puis en fait, quand j'y pense maintenant, je me rends compte qu'en fait les années 90, ça a été une période assez glaciaire en termes de féminisme et de prise en compte des paroles des femmes. Et c'est des années que j'ai vraiment très mal vécu, aussi pour ça, et où je trouvais qu'on était... alors se faire, à l'époque, se dire féministe ou se faire traiter de féministe, c'était la dernière des insultes, quoique ça ne soit pas encore tout à fait bien établi partout. Mais en fait, dans les années, on va dire, il y a à peu près une dizaine d'années, justement, le mouvement MeToo et au-delà, la prise de parole
collective des femmes, grâce notamment aux réseaux sociaux, a fait émerger un vrai besoin de s'entraider. Pourquoi s'entraider ? Parce que c'est pas la même chose d'être un homme et une femme dans l'espace public, c'est pas la même chose d'être un homme ou une femme dans l'entreprise, etc., etc., à l'école, dans la cour de récréation, partout. Et on a beau faire confiance aux institutions et au reste, le fait est que nos intérêts n'ont pas été, de mon point de vue, suffisamment écoutés, et que donc aujourd'hui il y a la nécessité de s'entraider. Et pour moi, mais ça peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais c'est pas contre, c'est pour. Et donc pour moi, ça divise pas, ça unit, et c'est extrêmement positif. Et après, voilà, juste pour aller juste un tout petit peu plus loin, pour moi, en fait, c'est mais je suis très utopiste, hein, mais je le revendique, c'est préfigurateur de mouvements beaucoup plus importants d'émancipation des humains, des humaines. Alors pour moi, je veux dire que c'est un lien qui unit nos communautés, celle des femmes. C'est un lien qui se devrait d'être sans jugement, parce que dans la sororité, il faut exclure le jugement. Et c'est là où la question de la sororité devient vraiment une vraie question, justement. Donc je vais en rester là pour le moment. Suspense. Chloé. Je ne sais pas quoi dire sur cette question. Pour moi, ça veut dire c'est le féminin de fraternité, c'est solidarité, pour le coup. Après, c'est quelque chose que j'ai jamais très réfléchi. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je pense que ça se fait, ça existe en fait. Voilà. Enfin, en tout cas, avant de faire ce spectacle, je pensais même pas enfin, ce mot. C'est un mot qui est énormément utilisé aujourd'hui. Tout à coup, enfin, c'est vrai que on l'utilise beaucoup là maintenant. Le féminisme et tout, non. Mais le mot sororité, c'est un mot un peu à la mode en fait aussi. Mais j'ai l'impression que ça existe en fait. Bon, après, moi, ce texte, évidemment, il y a 13 actrices sur scène qui ont entre 25 et 60 ans. On a répété pendant 2 mois, on s'est retrouvés. Enfin, là, on est en plein dedans parce que la pièce parle de ça, mais parce qu'en fait, les répètes, c'était ça. Hein, on était 15 et fallait. Et ça s'est super bien passé. Et tout le monde me disait au début, oh, tu vas avoir 13 actrices, comment tu vas faire ? Et en fait, c'était génial parce qu'en fait, c'était hyper simple. Il n'y a pas eu de... Tout ce qu'on peut imaginer, tous les clichés qu'on peut avoir de 13 nanas ensemble, ça va être nanana, pas du tout. Pas du tout. Il y a une acceptation des travers et des défauts de chacune. En effet, de non-jugement des vies et des différences de vie de chacune. Chacune s'apporte ce qu'elle est. Enfin, voilà. Donc, je me suis retrouvée au cœur de ça. Donc, ce mot, avec cette pièce, il est sorti. Mais j'y avais jamais pensé avant. Après, je pense qu'en effet... j'ai l'impression que tout le monde est comme ça, c'est peut-être pas vrai, mais j'ai l'impression qu'en tout cas dans les générations là, il y a une solidarité féminine qui est tacite en fait et qui est là et qui en fait est... Alors pourquoi est-elle là ? Parce qu'on en a besoin, on en a eu besoin, on en a besoin, on a aussi... Enfin, moi, mon domaine, c'est le théâtre, la culture plus largement. Je suis aussi dans des syndicats, dans des associations de labels, etc. C'est sûr que pour que... Moi, je m'intéresse plus à la parité dans mon travail qu'à la sororité, mais pour qu'il y ait parité, en effet, le fait qu'il y ait des femmes qui dirigent des structures, elles vont aussi aller pousser pour que il y en ait de plus en plus. Enfin voilà, il y a soutenir peut-être. Enfin, les hommes le font aussi. Hein. On est un label très 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 vertueux, les CDN, donc on est très paritaire et au niveau de la programmation, tout ça. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un truc tacite en fait qui est là. On soutient quoi. Chloé, ça se fait tout seul. Enfin, c'est une question que je me pose, hein, donc je pose à tout le monde. Est-ce qu'on n'emploie pas plus le mot sororité qu'il y a quelques années parce qu'on ne veut pas employer le mot de féminisme ? Ouais, certainement. En tout cas, c'est un mot qui est moins marqué, c'est ça. Peut-être aux États-Unis, mais en France, on l'a pas beaucoup utilisé. Donc peut-être qu'en effet, peut-être.
Et vous, est-ce que c'est un terme que vous employez? Donc Chloé disait que voilà, c'est pas un terme voilà, qui est comme ça, qui fait partie de son vocabulaire de travail. En tout cas, est-ce que vous, c'est un terme que vous utilisez dans le cadre de vos actions ou non? Oui, nous on l'utilise au sein des FCE, mais on n'utilise pas ce mot tout seul. Il y a plein de choses, c'est partage d'expérience, c'est échange, c'est compréhension, acceptation de l'autre, développement personnel, enfin, on l'associe à plein de choses. C'est pas le mot qui nous fait pas du tout. Pas du tout. C'est juste un fait, en fait. Il me semble que c'est une des facettes. Effectivement. Est-ce que je l'utilise personnellement moi, je trouve que c'est un très joli mot. J'aime beaucoup aussi fraternité, jusqu'à ce que je m'en sens, que je le disais tout à l'heure, je m'en sois sentie exclue. Et donc, je trouve que c'est un très joli mot que je revendique et que je vis. Donc, et pour réagir à ce que disait Chloé sur le fait d'être dans un groupe de femmes pendant très longtemps et que les gens aient dit « Ouh là là, ça va mal se passer ». En fait, ça rebondit avec l'idée d'une question qui divise, une question polémique. Enfin, pour moi, il y a absolument zéro polémique. Mais en fait, en réalité, un fonctionnement social a fait qu'on avait besoin de mettre les femmes en compétition les unes avec les autres. Donc, dire les femmes s'entre-déchirent, elles vont se crêper le chignon, elles s'entendent pas. Oui, parce que en fait, elles étaient effectivement en concurrence parfois pour la beauté, pour la séduction, pour le pouvoir. Et quand on est dans un système où on divise pour mieux régner, eh ben, évidemment, les femmes sont elles aussi en concurrence de la même façon que les hommes. Donc pour moi, c'est un joli mot, mais c'est de l'ordre, ça ne va pas de soi. Au contraire, je pense que c'est une éthique. Enfin, en tout cas, c'est une pensée. C'est de se dire, voilà, c'est une sorte de, oui, voilà, un principe, un principe qu'on souhaite exercer au quotidien. Et c'est pas très facile parce qu'effectivement, on est aussi par ailleurs très sollicité, notamment par les réseaux sociaux, à réagir et à se comparer, aussi à se dénigrer. Il y a aussi peut-être on va pas parler là, mais aussi une vague immense de cyberharcèlement qui fait aussi que les femmes ont besoin de se souder et de se retrouver ensemble, mais qui montre bien qu'on peut aussi, enfin, en fait, il y a vraiment, comme sur beaucoup d'autres sujets, il y a vraiment deux mondes quasiment en parallèle, quoi. Il y a quand même globalement plutôt je vais caricaturer, mais plutôt globalement les humanistes, et puis globalement les gens qui sont plutôt en train de fracturer la société et qui sont plutôt du côté de l'extrême droite en train de ramasser les pions, quoi. Et Emmanuel, vous aimez tellement ce mot que vous avez vous avez avec d'autres femmes fondé un groupe qui s'appelle Sororitas. En fait, c'était un concours d'écriture qu'on a lancé en 2020, au tout début du confinement. Et parce que, sans doute parce que, on s'ennuyait, et que deux, on avait quelques-unes, 4 ou 5 au début, et puis après plusieurs dizaines, l'envie d'entendre la voix des femmes, en fait. Et la voix des femmes sur ce qu'on vivait collectivement, et puis globalement, moi je travaille avec le Club de la presse Occitanie depuis plusieurs années. Donc le Club de la presse regroupe à la fois des journalistes et puis des communicants et communicantes. Et en fait, on a une commission qui s'appelle Femmes et Médias, qui veut en fait mettre en lumière davantage de femmes, puisqu'on sait que les femmes expertes sont beaucoup moins visibles que les hommes experts dans les médias. Souvent, on entend les femmes dans les témoignages, les micro-trottoirs, ça, il n'y a pas de problème. Et pour l'expertise, c'est quand même
Globalement, il n'y a que 25% de femmes expertes qui prennent la parole. Donc voilà, c'était déjà un sujet sur lequel on travaillait. Je travaillais avec le Club de la presse. Et donc là, l'idée, c'était de donner plus de visibilité à l'imaginaire des femmes, là, cette fois. Parce que là, je quittais le terrain de l'information, mais plutôt l'imaginaire, le récit, etc. Et donc, on s'est improvisé. On s'est improvisé éditrice. Et pourquoi pas, après tout. Et donc, effectivement, on a créé un groupe qu'on a appelé Sororistas, oui, comme ça, en référence à la solidarité. Et c'était un truc, là aussi, complètement bénévole. D'ailleurs, beaucoup de ces sujets sont de l'ordre du bénévolat. Et donc, on a été surprise par le résultat parce que finalement, 500 personnes nous ont répondu, ce qui nous a demandé de mettre en œuvre un process de lecture assez complexe. Mais en fait, on s'est rendu compte, c'est surtout ça que je voulais dire, c'est à quel point, en fait, quand on sollicite la parole et qu'on donne la parole, les gens la prennent. Hommes et femmes, j'imagine. Enfin, là, en l'occurrence, c'était les femmes, ce qu'on nous a aussi en partie reproché. Parce que pourquoi que les femmes ? Parce que l'idée, c'était de donner la parole des femmes, tout simplement. Et voilà, donc, si vous voulez relancer avec nous ce concours qui demande de l'investissement personnel, pourquoi pas. Et c'est vrai que c'était chouette. Et peut-être à nous revenir aussi sur l'association que vous présidez. Donc là, ce ne sont que des femmes qui se retrouvent. Et qu'est-ce qu'elles font ensemble, ces femmes ? Elles prennent un verre et elles rigolent. Ce sont des femmes chefs d'entreprise. On est dans l'association vraiment tournée sur l'économique, sur l'entrepreneuriat. Donc on soutient les femmes qui sont chefs d'entreprise, soit créatrices, quel que soit l'âge et quel que soit le secteur d'activité. Et ça sur toute la France et les dom-toms, puisqu'on a des délégations aussi bien à Nouméa, Tahiti, partout. Et les créatrices, ou celles qui ont déjà plus d'expérience, plus de parcours, mais qui ont aussi besoin de discuter, d'échanger, de partager leurs expériences, et qui sont souvent très porteuses de mentorat, de guider les plus jeunes dans la création, hein, c'est pas les plus jeunes dans l'âge. Hein. Donc, dans notre association, c'est vraiment notre ADN, c'est vraiment partager les expériences et grandir tant dans son développement personnel que dans le développement de sa boîte. Donc on se rend compte quand on est chef d'entreprise, on a la solitude du chef d'entreprise qui est véritablement existante, qui est un frein et un handicap pour tous les chefs d'entreprise, hommes ou femmes, c'est pas le sujet. Et donc de se retrouver, de pouvoir échanger, on évite parfois des pertes de temps sur des dossiers ou sur la compréhension de choses parce que c'est très compliqué d'être chef d'entreprise. Hein. C'est un chef d'orchestre avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de contraintes et d'obligations aussi. Il faut pas un vrai plaisir quand on l'est, c'est qu'on a envie, mais c'est quand même compliqué. Donc on ne connaît pas tout sur tout. Hein. Je vous rappelle quand même que le code social doit faire à peu près cette taille-là, écrit en tout petit, et on met à peu près 70 pages de plus par an. Donc c'est compliqué de tout suivre, et ce n'est que le code social. On pourrait parler du code environnemental, du code commercial, du code des affaires, enfin on pourrait parler de beaucoup. Donc tout savoir, c'est pas possible. Donc parfois en discutant avec des femmes qui sont dans un autre secteur d'activité, qui ont une expérience de vie, ou de gestion, ou de management, peu importe lequel, dans un cas difficile ou dans un cas très positif, ça vous évite, vous, de faire l'erreur parce que vous vous alertez et du coup, vous pouvez mieux piloter, mieux manager et mieux développer. N'oublions pas quand même que la création de richesse est fondamentale pour une entreprise. Et je parle bien de richesse. Donc c'est une association qui a été créée d'abord par une femme qui s'appelle Yvonne Edmond-Foinan, qui est décédée, qui avait une entreprise industrielle suite à la guerre en 1945, et qui, quand les hommes sont revenus aux commandes des entreprises, a refusé de laisser l'entreprise. Elle dit non, je m'en suis bien occupée jusqu'à maintenant je continue. Et elle a essayé d'intégrer les syndicats patronaux et les chambres de commerce pour dire je vais aller dans les milieux économiques pour porter ma voix et puis pour mieux comprendre, pour apprendre. Et parce qu'elle n'avait pas appris à gérer une entreprise. Et on lui a refusé. Parce que c'était une femme. Et c'était clair.
À l'époque, c'était clair, c'était bien dit. Et elle a dit, mais puisque c'est ça, je vais monter mon association. Donc elle a avec sept femmes chefs d'entreprise amies. Elle a fait une conférence de presse. Elle était très bonne en communication déjà à l'époque, et notamment avec le Figaro. Et puis ça s'est su dans des pays étrangers. Donc elle a été appelée, enfin, etc. C'est une association qui a grandi. Et elle a dit, bon, mais les femmes peuvent être aussi dans les instances qui gèrent l'économique. Donc dans notre ADN, il y a le fait de pouvoir aller s'engager dans des mandats. Et on est le seul réseau qui puisse le faire. Hein. Et puisqu'on est institutionnellement reconnu pour ça. Et donc on s'engage dans la vie économique pour le développement de nos territoires, pour développer les entreprises, l'innovation, l'employabilité, l'emploi. Et du coup, on travaille beaucoup avec les jeunes. Donc on est 100 000 entrepreneurs. Là, la semaine prochaine, il y a 525 femmes en France qui vont aller consacrer une journée pour aller dans les écoles et expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat au féminin, ce que c'est que la vie d'entrepreneur, et essayer de les guider. Et on le fait toute l'année, pas simplement cette semaine-là, toute l'année. Et on mentor aussi des jeunes créatrices en micro-entreprise. Donc on consacre, je sais pas, plus de 5000 heures de mentorat par an. Et on partage entre nous au cours de soirées, au cours d'ateliers, où on apprend des choses avec les FCE, qui ont certaines compétences, les partagent avec d'autres. On sensibilise sur des sujets qui sont plus ou moins d'actualité. Voilà. Donc c'est une association importante, et comme on a une connexion avec plus d'1 million de femmes dans le monde qui sont donc FCE-M, le mondial, on fait des partages d'expériences sur l'entreprise pour essayer de voir comment on gère mieux certaines choses dans d'autres pays, comment on gère aussi, où on aide nos jeunes à passer des caps compliqués par rapport à l'emploi ou par rapport à la quête de sens dans l'avenir qu'on peut avoir chacun et qu'eux ils peuvent avoir. Donc c'est une association qui est basée sur l'humain en fait. Alors sororité si vous voulez, humanisme, écoute de l'autre, et surtout on dit au FCE, venez comme vous êtes. On parodie un peu McDo et on dit venez comme vous êtes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les valeurs que vous portez, et toute expérience est bonne à se partager dans la mesure où il y a la notion de respect. Non jugement, respect. Voilà. Je veux te poser une question, Anouk. Je pense que tu peux. Non, je me posais la question, est-ce que les femmes qui sont membres de l'association FCE, donc chefs d'entreprise, ont été elles-mêmes dans leur parcours de dirigeantes victimes de sexisme? Ça peut arriver, parfois non, parce que c'est un engagement économique aussi. Hein, donc certaines, oui, ont été ou sont, d'ailleurs, c'est pas obligatoirement passé. Mais c'est pas obligatoirement pour ça qu'elles s'engagent chez FCE. Et c'est pas notre combat du tous les jours. Nous, c'est comment on peut aider des femmes à gérer une entreprise, à la créer, à la gérer, à la piloter, à la transmettre, pour développer dans le territoire des actions, j'allais dire intelligentes. Alors avec la définition du mot intelligence, c'est-à-dire capacité d'adaptation. Hein. Donc oui et non, mais c'est pas que ça, Emmanuel. Mais le fait qu'elles soient dans un réseau de femmes fait qu'elles sont... elles se sentent peut-être plus protégées ou... Non, alors non, ça, c'est ça des poncifs aussi, pardonnez-moi. Hein. C'est des poncifs aussi, ça, Emmanuel. Non, elles ne se sentent pas plus protégées. Pourquoi elles sont là, alors? Pourquoi elles sont elles chez sont FCE? là, mais parce qu'elles apprennent des choses facilement, et que l'expérience de quelqu'un pour quelque chose, pour un sujet particulier, ça va beaucoup plus vite que si tu dois aller l'étudier dans des codes ou dans des bouquins de droit ou dans des bouquins économiques, déjà, tout simplement. Ensuite, elles sont là parce que c'est un endroit où elles ont une liberté de parole, une vraie liberté de parole sur leur vie, c'est-à-dire qu'elles vont dire, pardonnez-moi, je vais être direct, mais elles vont dire, je suis emmerdée, les enfants en ce moment c'est compliqué, enfin, etc., ou ceci, elles peuvent le dire, elles ne seront pas jugées. Elles ne peuvent pas dire ça dans une association où il y a des chefs d'entreprise hommes. C'est pas une association, mais c'est dans des instances plutôt. Il faut le comparer par rapport à des instances économiques où il y a beaucoup d'hommes, on ne parle pas de ça. Or, parfois, on sait très bien que la gestion de sa vie privée, c'est important pour les hommes et les femmes, mais ça peut être parfois des moments compliqués pour les femmes quand on a aussi une gestion d'entreprise. Et donc elles s'entraident. Donc ça va être
un médecin qui va du coup rendre un rendez-vous beaucoup plus vite, et ça vous bloque pour pouvoir bosser parfois. Ça va être du service, c'est quand il faut garder les enfants, ou quand il faut, je sais pas, du transport. Donc on facilite les choses quand on est FCE. Et on facilite quand les enfants cherchent des stages, on facilite quand... enfin voilà, quand on crée une entreprise, c'est pas évident de créer une entreprise. Il faut aller d'abord, est-ce que je vais à la chambre de commerce, est-ce que je vais à l'URSSAF, est-ce que je vais à... non, là vous venez au FCE, on va vous guider, on va dire, on va commencer comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est bénévole, c'est de l'entraide, c'est des consoeurs, c'est de l'entraide, c'est des pairs, et qui le font bénévolement. Quand vous avez, nous on a une grosse action au-delà du mentorat qui s'appelle FCE Care, c'est-à-dire qu'on aide des femmes qui ont des... Vous êtes chef d'entreprise, vous avez une entreprise avec 9, 10 personnes, imaginons. Vous êtes seul à piloter. Donc vous êtes le chef d'orchestre de toute cette équipe-là, mais vous êtes seul à piloter. Généralement, vous n'avez pas de directeur financier, directeur du développement, directeur des RH. Dans une entreprise de 7-8 personnes, ça n'existe pas. Vous avez un cancer. Il va falloir aller faire la chimio. Il va falloir aller aux séances. Ça vous fatigue. C'est compliqué, moralement. C'est très compliqué à gérer une maladie. Vous devez quand même, à ce moment-là, avoir la dynamique, la force pour quand même gérer une entreprise. Savoir comment on le dit à ses salariés, comment on travaille, comment on adapte ses horaires de travail. Mais un coup de bain, ça serait bien vu. Vous allez demander quoi? Eh bien nous, dans ces cas-là, on a un groupe de volontaires qui vont dans l'entreprise consoeur. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est une question vraiment de valeur partagée. Et elles viennent aider la chef d'entreprise qui a décidé elle-même si oui ou non et quel type de métier elle voulait, dont elle avait besoin. Et on vient l'aider pendant 4-5 jours s'il le faut. Et on vient lui apporter cette aide-là. Et ça sur les 3, 4, 6 mois du début de ses soins, de sa maladie. Rien que ça, c'est juste la sororité, mais j'allais dire concrète et terrain. Et moi, j'aime le terrain. Voilà. J'ai répondu, Emmanuel? Chloé, ouais. Ça marche là. Ouais, du coup, il y a une dimension aussi de transmission dans les écoles, c'est-à-dire que c'est des femmes qui vont dire aux petites filles, en fait, je suis chef d'entreprise, tu peux être chef d'entreprise. Enfin, du coup, il y a une volonté de comment ça se passe, légitimiser ou de déjà donner, expliquer comment fonctionne une entreprise, et notamment une petite entreprise. Ce qui est quand même 93,7% du tissu économique français, les moins de 20, donc ne l'oublions pas. Donc c'est d'y aller, d'expliquer qu'on peut être chef d'entreprise dans la vie. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Qu'est-ce que c'est qu'un chef d'entreprise? Ses droits et ses devoirs. Et l'éthique d'un chef d'entreprise. C'est aussi leur expliquer les métiers, les nouveaux métiers, donner du sens à la valeur travail, à la valeur d'implication, à la valeur d'engagement. Donc elle parle de tout, elle répond à toutes les questions. C'est open sur la base d'un doc évidemment qui est partagé au niveau national. Et ensuite, on a une deuxième étape. On reçoit ces jeunes un peu plus âgés, parce que là on va sur des troisièmes, des secondes et des premières, mais un peu plus âgés, et on les reçoit et on fait des vies ma vie. Donc les femmes chefs d'entreprise reçoivent 1 ou 2 personnes de jeunes et qui passent une journée minimum dans l'entreprise. Elles ont choisi 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Elles se retrouvent sur rendez-vous et elles vivent la vie, les jeunes femmes des femmes chefs d'entreprise. Et souvent ça donne lieu à des stages, ça donne lieu à des rencontres extraordinaires. Voilà. Donc oui, on partage, c'est ça notre sens du mentorat. Là, en vous écoutant, j'ai l'impression que cette solidarité, elle est assez. Alors, si je dis innée, bon voilà, par rapport à certaines théories, on va m'arracher les cheveux peut-être, mais en tout cas qu'elle est assez naturelle. Enfin, alors, c'est pareil, le terme naturel est aussi très lourd de sens, mais voilà, que c'est facile. Et c'est intéressant parce que par rapport à ce que on peut lire. Alors, je vais par exemple citer Chloé Delhomme qui a coordonné un volume qui s'appelle Sororité en 2021. Et dans son introduction, alors je vous lis ce qu'elle écrit, la sororité est une démarche consciente, presque une éthique de vie, qui nécessite de l'empathie, de l'ouverture, de la confiance, tout l'inverse de ce qui nous a été formé. De ce à quoi on a été formé, pardon. Donc, dans son introduction, alors ça rejoint aussi un peu ce que Simone de Beauvoir disait par rapport au nous. Elle disait qu'il n'y avait pas de nous entre femmes, parce qu'en fait, on avait été éduqués pour être des objets de désir pour les hommes et donc à rentrer en compétition.
Est-ce que vous avez l'impression à vos endroits que c'est effectivement facile, ce que vous disiez Chloé, de travailler entre femmes, ou est-ce que voilà, il y a cette compétition, et est-ce que cette compétition, si elle y est, est-ce qu'elle peut pas être saine aussi? Parce que la compétition entre femmes, c'est vrai qu'on la voit souvent stéréotypement comme quelque chose de négatif, alors que la compétition entre hommes, de façon aussi, si on part sur des grandes généralités, c'est quelque chose de plutôt stimulant. Donc voilà, je voulais un peu revenir à On va l'endroit au cœur du débat. Ouais. Intéressant. Alors, permettez-moi, je réponds. Aller chez l'FCE, c'est une démarche. Donc déjà, c'est une réflexion personnelle. On sait pourquoi on y va, parce qu'on passe des entretiens avant de rentrer au FCE, on est marrainé. Il y a vraiment une démarche sur les valeurs, en fait. Nous, c'est l'état d'esprit qui nous intéresse. Quel que soit le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les valeurs. Et les valeurs, notamment, c'est le partage, et c'est essayer d'être le plus sans jugement possible. Nous, on parle vraiment d'essayer de laisser les jugements possibles. Jugement et les jugements. Voilà. C'est pas facile. Et à moins d'être dans le pays des bisounours, ça n'existe pas. D'accord? Bien sûr, parfois on va regarder une femme, on va se dire elle est plus belle que moi, ou elle est mieux habillée que moi, ou... ça existe toujours. Que ce soit au FCE, que ce soit ce soir, que ce soit dans la vie tout à l'heure ou ce matin. Bien sûr, il faut arrêter de penser que tout est beau. Par contre, chez FCE, on ne fait pas de business. On ne vient pas, c'est pas un BNI, on ne vient pas pour faire du business. Donc on n'est pas dans une compétition. On est véritablement dans une entraide. Et croyez-moi, celles qui viennent pour faire vraiment que ça s'exclut très naturellement, justement, parce que ce qu'on porte, c'est les valeurs. Donc on est très attachés, vous voyez, on porte toute une insigne qui est en train de s'échapper. C'est très... c'est même pas communautaire, parce qu'on est très ouverte. Mais c'est vraiment des valeurs. Voilà. Et ce qu'on dit là, c'est des valeurs. C'est un oiseau, c'est ça? Un peu, ouais. Voilà. Ouais. C'est le bâton d'Esculape, c'est plein de choses. C'est celui, l'original. Je vais le mettre là, avant, sinon je vais le perdre. Et c'est celui de présidente, donc au national, il ne faut pas le perdre. On me l'a confié, Saint-Sacrement, c'est une doyenne de 82 ans qui me l'a confié, donc je dois le transmettre après à la prochaine. Donc on n'est pas dans le monde. Bien sûr qu'on se regarde, mais tous les médias, mais les hommes, mais même les femmes, font qu'on a envie d'être ou la plus jolie, ou la plus intelligente, ou la plus pleine d'humour, ou la plus sympathique, ou la plus... Bien entendu. Mais ça, c'est la relation aussi de séduction. Et la relation de séduction existe avec les hommes, avec les femmes, partout. Donc, je ne pense pas que c'est parce qu'on est FCE qu'on est obligatoirement dans une sororité permanente. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Je pense qu'il ne faut pas rêver, mais c'est le cœur du débat. Parce que c'est le jugement de l'autre qui est important dans la sororité, de l'autre femme, et notamment entre femmes. Et parfois, on peut être dur entre femmes, oui, effectivement. Effectivement. Mais quand chez nous, ça s'est passé ce matin, donc, vous voyez, chez nous, il se trouve qu'il y a une femme qui n'a pas été acceptée dans une délégation pour des questions d'apparence, on va dire ça comme ça, je ne vais pas rentrer plus loin, ça a ému la communauté, et vous voyez, j'étais au téléphone encore tout à l'heure, et donc je vais me déplacer, je vais aller dans le sud-est de la France, pour ne pas dire où c'est, et on va aller mettre ça sur le tapis, parce que c'est important d'en parler. Mais ça n'existe pas vraiment. Moi, je n'ai pas de difficulté à travailler avec des femmes, je n'ai pas de difficulté à travailler avec les hommes. C'est une question d'éthique de vie, de valeur de vie, quoi. Ouais, moi non plus, mais je pense surtout que la compétition n'exclut pas le... En fait, pour moi, ça n'a rien à voir. En fait, c'est deux choses différentes. Enfin, je veux dire, on est toujours un peu en compétition avec quelqu'un. Enfin, en fait, ça dépend des personnalités des gens. Il y a des gens qui sont en compétition avec tout le monde, des gens qui sont en compétition avec des gens qui s'en foutent, des gens qui sont en compétition avec eux-mêmes. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, on peut presque être jaloux du travail de quelqu'un, de se dire, enfin, que ce soit une femme comme un homme, en fait, de se dire, oh là là, moi, je suis incapable de faire ce qu'elle fait, ou je n'en sais rien, je sais pas. Et la fameuse solidarité ou sororité, elle a lieu dans des moments qui sont autres, en fait. C'est autre chose.
ça n'empêche, c'est pas le même endroit en fait. Je veux dire, c'est autre chose, quoi. C'est en effet sur un truc de vie, sur un truc de, je sais pas hyper concret, mais moi je peux rapporter à mon milieu, par exemple, où on est dans une phase de volonté, de parité. En fait, je reviens avec ce mot, mais parce que cette parité arrive parce que il y a une volonté, donc je pense qu'il vient quand même à la base d'une femme ou deux quand même au départ de se dire voilà, de frustration, de se dire en fait moi je galère alors qu'il y a plein de mecs et moi il y a moins de filles, donc peut-être d'intérêt personnel à un moment de pousser pour qu'il y ait la parité. Et après je pense que toutes les femmes qui accèdent à des postes et responsabilités ou qui ont moyen de financer les autres vont forcément enfin, je sais pas forcément, d'ailleurs, peut-être pas, parce que... Et après, je trouve que c'est compliqué aussi le terme là, le débat, parce qu'en fait, on peut pas... En tout cas, moi, dans mon milieu, il y a des hommes qui sont hyper proactifs sur ces questions de parité, des femmes qui sont pas du tout. Donc, en fait, parfois, voilà, il y a des hommes qui sont, enfin, voilà, qui sont hyper investis dans ces questions-là et... mais ouais, je pense que cette volonté, en tout cas, soi-même, là où je vois la sororité, c'est sûr que moi-même, par exemple, quand je suis arrivée à la direction du CDN et que j'ai vu les budgets de production des artistes passer, j'ai bien constaté que les budgets des hommes étaient plus élevés que les budgets des femmes à expérience constante, et que donc il y avait quand même un problème et que donc il fallait rééquilibrer tout ça. J'ai constaté, comme mes collègues masculins, dont voilà, dans tous les CDN, ici c'en est un qui est dirigé par un homme, donc voilà, mais on a tous constaté qu'au niveau des programmations dans les théâtres, c'était pas paritaire, il y avait plus d'hommes que de femmes, il y avait plus d'auteurs que d'autrices, il y avait plus d'acteurs sur scène que d'actrices, et en effet, il y a une volonté collective qui est de corriger cette chose-là, qui se fait très bien. C'est évident que les femmes qui sont à des postes de responsabilité, en tout cas dans mon milieu, dans mon réseau à l'heure actuelle, je ne vais pas généraliser à la planète, programment plus de femmes, soutiennent plus de femmes, poussent des femmes à monter. Ça, c'est de la sororité, je pense. C'est de dire, c'est un devoir aussi, je pense, qui est que, en tant que femme, de se dire, c'est un. Pour moi, la sororité, c'est aussi un devoir. En tout cas, c'est une question de valeur, de se dire, moi, j'arrive là, mais je dois. J'ai la possibilité, j'ai le pouvoir de faire que ça s'équilibre. Donc, je me dois de faire que ça va s'équilibrer. Et donc, j'aide les copines parce que forcément, elles sont là et puis elles sont douées, elles ont du talent. Mais Chloé, voilà, pardon, simplement. je vous interromps. Je peux ? Mais Chloé, dans ces cas-là, on finance un projet, qu'il soit théâtral ou ça pourrait être dans une entreprise, peu importe, parce que c'est une femme, parce que je suis une femme. Ou parce que le projet est intelligent, est intéressant? Non, bien sûr, dans les femmes, on va choisir les projets. Mais après, il y a quand même une volonté, parce qu'en fait, en vrai, le truc, c'est pas ça. Le truc, c'est que comme pendant longtemps, il y a eu plus d'hommes que de femmes, il y a plus de sollicitations masculines que de sollicitations féminines. Ouais. Les femmes, d'ailleurs, sollicitent moins des rendez-vous, sollicitent moins, elles vont moins... Il y a des hommes, moi, ils m'envoient 12 mails, la fille, elle a envoyé un pauvre mail, elle a laissé tomber. Enfin, je veux dire, c'est aussi une pratique, et c'est aussi d'encourager et de dire, si, c'est possible, c'est pas pour moi, c'est pas de la discrimination positive, c'est juste qu'il y a plus concrètement de projets d'hommes qui sont proposés à mon endroit que de projets voilà. Il y a plus de textes où il y a des rôles masculins, il commence à y avoir des textes où il y a des rôles féminins. Après on pourrait élargir à d'autres sujets comme vous l'aviez dit tout à l'heure sur la représentativité au théâtre, mais en tout cas c'est un mouvement qui doit être un peu volontaire parce que sinon ça bouge, enfin sinon, il n'y a aucune raison pour que ça bouge. Donc c'est un peu volontaire, une vraie démarche. Mais c'est tout à fait volontaire et tout à fait conscient, en tout cas, à cet endroit-là. Juste quelques chiffres comme pour là aujourd'hui en 2000, alors c'est l'Observatoire d'égalité du ministère de la Culture, 42% des postes d'établissements publics, de théâtre établissements publics sont occupés par des femmes, et en 2017 il y avait 30%, donc effectivement il y a un effort. Dans le domaine privé, pour les théâtres privés, on est à 14%.
de femmes qui dirigent des théâtres privés. 38% aujourd'hui des mises en scène sont réalisées par des femmes. Et bon, effectivement, comme vous disiez, au niveau des textes de théâtre, voilà, la distribution est quand même largement masculine. Voilà, donc c'était quelques chiffres. Peut-être aussi parce qu'il y a une intégration du récit ou de la capacité des femmes à produire des récits, et ça explique aussi peut-être la raison pour laquelle il y a 10 ans tu disais qu'il y avait moins de metteuses en scène qu'aujourd'hui, et que les femmes peut-être aujourd'hui s'autorisent davantage à porter leur parole. Bon, ça c'est une hypothèse. Question de s'autoriser ou pas, c'est que moi en tout cas quand je suis sortie de l'école c'était pas possible, enfin de toute façon on me répondait pas. Donc en fait, oui, donc tu pouvais pas te en projeter. Fait, concrètement, c'était quand même plus difficile parce que les grands, je veux dire, on le sait tout. Enfin, c'est pas. Et moi, je veux pas opposer parce que c'est pas la question. Mais les grands modèles. Enfin, là, on est dans un théâtre. Les grands modèles des années 90, c'est Chéreau, c'est, je sais pas, Gérard Depardieu. Les grands. Enfin, là, on est dans un théâtre public. Vous avez, voilà, on a beaucoup. Mais même moi, j'ai que des références masculines en fait. J'ai pas de. À part Ariane Nouchkine, je n'ai pas. Plein de metteuses en scène qui me viennent quand je pense aux spectacles que j'ai vus quand j'étais ado, que j'allais dans les maisons de la culture, que j'étais au lycée. J'ai vu des chefs-d'œuvre montés par des hommes, et c'est pas qu'il n'y avait pas de femmes, c'est juste qu'il n'y avait pas de volonté là-dessus, ce qui ne veut pas dire que les femmes ont moins de talent que les hommes, c'est juste que c'est en train de bouger, ça bouge, les femmes montrent qu'elles ont autant de talent que les hommes, c'est pas la question, c'est une question d'époque, une question de société plus globale. La société, heureusement, évolue, mais il faut une petite volonté derrière pour que ça continue à évoluer. Une question de domination aussi, le milieu de la culture, et en tout cas dans le cinéma aujourd'hui, on voit à quel point les violences sexistes et sexuelles ont été extrêmement minimisées, et combien c'est difficile pour les femmes qui en ont été victimes de faire entendre leurs paroles. Alors là, pour le coup, je pense que là, vraiment, la sororité, elle a vraiment été à l'œuvre très récemment avec toutes les femmes qui se sont exprimées. Si l'une n'avait pas parlé et n'avait pas été soutenue par les autres, jamais leurs paroles n'auraient été prises en compte, y compris au niveau judiciaire. Mais c'est pas seulement de cela dit dans le théâtre, parce que c'est aussi le cas dans certains médias et dans beaucoup d'autres domaines en réalité. Je voudrais répondre un peu à votre question. Et pour moi, s'il y a certains hommes, effectivement, qui prennent à leur compte cette volonté, c'est aussi peut-être parce qu'ils ont pris conscience, ce dont je suis absolument persuadée, que la parité, l'égalité, la visibilité des femmes et la visibilité des hommes, c'est vraiment un enjeu démocratique. Et que, à l'inverse, vouloir avoir une sorte de domination des uns ou des autres, c'est fracturer la société, et pour moi c'est vraiment extrêmement conservateur, réactionnaire, etc. Donc pour moi, l'égalité des femmes-hommes, c'est vraiment un enjeu démocratique, et je pense qu'on aurait complètement tort de vouloir opposer les uns et les autres, parce que souvent c'est un réflexe assez défensif, et en réalité il faut passer au-delà de ça, et il faut accepter de prendre le temps de regarder ce qui se passe, comment on peut inventer autre chose, mais pas se dire on se fait attaquer, les hommes sont dominés par les femmes. Enfin bon, il y a quand même beaucoup aussi de masculinisme qui fait pas avancer les choses. Alors, ce dont parlait Chloé tout à l'heure, chez nous on le traduit par le syndrome de l'imposteur, notamment dans la société, mais notamment dans le domaine économique, et la problématique de la valorisation en fait des compétences des femmes. Il y a eu une petite étude, une expérience qui a été faite dans une grande école, dans une grande école de commerce il y a 1 an et demi. Ils ont pris 100 étudiants garçons, 100 étudiantes, donc filles, qui ont fait le même parcours dans la même école. Donc qui ont payé les mêmes choses, qui ont eu les mêmes cours, et les ont mis dans 2 gymnases différents. Ils ont demandé à chacun des 100 garçons, à la sortie, combien espères-tu de salaire ? Combien vas-tu demander ? Grosso modo, les hommes ont dit, jeunes hommes, ont dit entre 10 et 12 000 euros. Quand ils ont demandé aux femmes, elles ont dit entre 6 et 8 000. Mêmes études, même ville, même cours, même prof, même volonté, puisque la démarche d'intégrer cette école de commerce est donc
ils les choisissent pas obligatoirement pour les mêmes raisons, mais quand même pour des raisons communes. Voilà le résultat de l'expérience. Je trouvais ça très parlant, moi. Donc c'est la problématique de la valorisation, c'est la problématique de prendre la parole, qu'elle soit écrite, qu'elle soit orale, ou peu importe, comportementale. Donc se lancer aussi dans un réseau, aller voir les femmes qui ont peur de venir dans des réseaux, même féminins, masculins, ou les deux, hein, ou mixtes. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet, par contre. Et on le voit bien quand on mentore les jeunes, nous. Oui, donc la problématique, le syndrome de l'imposteur, c'est la question effectivement de la légitimité et aussi le fait de prendre sa place. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut être, en tant que femme, se sentir être très expert. C'est pour ça que les femmes chefs d'entreprise, généralement, montent leur entreprise beaucoup plus tard que les hommes, en termes d'âge. Parce qu'elles veulent avoir de la compétence et avoir de l'expérience. Ça, c'est important à savoir que c'est grosso modo 5 à 10 ans de plus. Hein, donc Viennent plus longtemps. Mais moi, c'est pour ça que j'ai dit que j'avais 20 ans tout à l'heure. Hein, mais je suis intimement persuadée de les avoir. Et ça explique aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes expertes qui ne s'expriment pas dans les médias, non pas non plus parce qu'on ne leur donne pas la parole, parce que parfois on les appelle pour les interviewer, etc., et qu'elles refusent de le faire, hein, en disant qu'elles ne sont pas tout à fait expertes de ce sujet précisément, alors que franchement, je peux vous assurer que c'est quasiment jamais le cas quand on appelle un homme, et c'est vraiment un constat extrêmement partagé. Donc il y a effectivement s'autoriser à prendre la parole, je suis d'accord, ça c'est un vrai sujet et c'est évidemment comme tout le reste un sujet lié à l'éducation. Mais on est d'accord que de toute façon, je trouve ça intéressant, juste parce que les groupes non mixtes, moi j'avais jamais pratiqué, puis j'ai fait un workshop cet été pour la première fois avec un groupe non mixte et en fait c'est génial. Et vraiment, pourtant, moi, il n'y a pas d'opposition. Enfin, voilà, encore une fois, mais c'est vrai que c'est assez génial parce que du coup, il y a une espèce de liberté de parole sur des tas de questions, en fait, qui sont très féminines, dont la légitimité, qui quand même, en tout cas moi là j'étais à un workshop avec vraiment des jeunes femmes très différentes, de pays différents, vraiment on était toutes très différentes, mais c'était quand même le point commun entre toutes, c'était celui-là, c'est celui de la légitimité et du fait qu'en fait quand on a un peu de responsabilité, en fait on se met une pression de malade parce qu'il faut réussir, il faut prouver en fait que ça, c'est la question de la parité. La question que tu posais, par exemple, sur le fait de nommer, par exemple, des femmes, en tout cas, moi, c'est mon cas, et d'autres collègues, on en parle souvent, le fait d'être nommé parce qu'il y a une volonté de parité, évidemment, on entend qu'on a été nommé parce qu'on a une femme. C'est un peu le résultat, moi je l'ai entendu, je l'ai beaucoup entendu, et du coup on se dit, ouais, putain, donc du coup, il faut que j'assure, il faut que je prouve que non, j'ai été nommé parce qu'en fait, je pouvais le faire, et donc ça met une pression de malade, de se dire, en fait, faut que je prouve que j'ai pas été nommée juste parce que je suis une femme, tu vois, ça c'est un truc. Mais c'est un peu la vie, ça, mais, pour une femme. Et je pense qu'on est toutes comme ça, toutes à se dire, avec cette volonté de faire évoluer le truc, faut quand même qu'on a cette. Honnêtement, je pense qu'on a une pression supplémentaire de réussite. Donc, c'est pour ça qu'on y va plus tard. C'est pour ça qu'on y va quand on a qu'on a l'impression d'avoir au moins un peu de compétences, alors que ça se trouve, on en a beaucoup. Il y a aussi une étude où sur les gens qui postulent à des postes à responsabilité, alors pas dans mon domaine, mais où les femmes pour postuler vont être avoir 110% de compétences, alors que les mecs, il y en a, ils postulent, ils ont 60-70% de compétences, ils y vont quand même avec de l'assurance, alors que, en tout cas, il y a ce truc qui est quand même fou, c'est complètement fou de se dire qu'on a encore ce truc en nous. Et je pense que toutes ces associations, ou ces choses aussi où on passe quelque chose de l'expérience, fait que moi je me dis, peut-être dans 3-4 générations, les filles, elles se poseront plus la question. En fait, je me dis, c'est ça le but, c'est de se dire qu'à un moment, elles aient plus ce truc-là, et qu'elles se posent plus la question, qu'elles se disent, oui c'est permis, oui c'est possible, oui j'ai le droit, oui je peux le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Dans 20, je sais pas combien de temps. Mais déjà les jeunes générations. Nous, on voit chez les jeunes créatrices d'entreprises, c'est déjà plus la même chose. Et moi, ça me met le sourire aux lèvres. Je dois vous avouer que j'en suis ravie. Mais oui, ça commence à être déjà le cas. Mais est-ce que dans cette salle,
Ouais, pardon, parce qu'il y a une question. Est-ce que dans cette salle, il y en a déjà... Il y a beaucoup de femmes ce soir, donc qui ont déjà entendu par leur maman, ah oui, mais si tu fais ça, tu vas avoir le temps de t'occuper des enfants. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'ont entendu dit à peu près comme ça ou pas? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que vous voulez bien lever la main, s'il vous plaît? Qui l'ont entendu d'une façon dite comme ça ou pas à un moment donné? Il y en a. Moi, quand j'ai monté mon entreprise, c'est la première chose qu'on m'a dit, mais comment tu vas faire les enfants? Quand tu vas avoir les enfants, tu vas pouvoir... Et ma mère était chef d'entreprise, hein, donc c'est pour vous dire. Mais tu te rends pas compte, ça. On n'a jamais dit ça à mon frère, et du coup mon frère est devenu chercheur, pardon Emeline, il est devenu chercheur, et il n'a pas monté d'entreprise. Il essaye d'en monter une aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est un message. Ah oui, il m'a demandé de l'aider, j'ai dit ah non, surtout pas. Non, là, j'ai pas fait de sororité, de fraternité ou de quoi que ce soit. Je m'échappe. Donc une question dans le public. Je sais pas si ça marche. Si ça marche. Ok. Oui, j'avais une question, notamment pour revenir. En fait, j'aimerais poser des questions par rapport à la pièce de Chloé Dabert. Et il y a quelque chose que je trouve intéressant dans ce que vous dites depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que dans l'approche que vous faites de la féminité, de la sororité, il y a vachement cette notion que je crois est assez juste, du fait que ça vient pallier un manque et que ça vient pour donner de la légitimité en fait, à un groupe à qui on a pris une légitimité. Je pense que c'est un peu ça la place de la sororité, c'est de venir, en fait, c'est ce que vous avez dit, pousser des femmes pour leur redonner une place qu'elles ont perdue. En fait. Pour moi, la sororité, elle est vouée à prendre fin à un moment, parce qu'en fait, c'est juste pour éclater la classe des femmes, qui a été une classe qui a été créée. Enfin bref. Et du coup, je voulais savoir par rapport à ça, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui résonne dans votre discours. En quoi, pour vous, dans la pièce que vous avez mis en scène, c'est un concept qui vient sur scène? Parce que... Attendez, je regarde mes notes. Oui, qu'est-ce que vous avez aimé, vous, dans cette pièce-là? Et est-ce que pour vous, ça soulève quelque chose de la sororité, justement, et comment? Voilà. Et pourquoi l'avez-vous monté fondamentalement? Je me fais le relais pour que Parce que le texte est génial. Voilà. Que l'autrice est géniale. Que j'ai de la chance, franchement, moi, je pense que j'ai vraiment de la chance d'être tombée sur ce texte. C'est vraiment, je pense que ça se produit pas souvent dans une carrière. C'est une jeune autrice du Sickercoot qui est née en 84, qui est donc anglaise, qui est brillante. Après, moi, c'est compliqué là, du coup, dans le cadre du thème, parce qu'en fait. En vrai, voilà, moi, je suis invitée à parler de ce sujet avec mes camarades, mais le spectacle, il parle pas. C'est pas le sujet du spectacle, en fait. D'ailleurs, pour les gens qui viennent voir le spectacle ce soir, c'est une pièce. On a 13 femmes dans cette pièce. C'est écrit par une femme, c'est monté par une femme. Évidemment, c'est une jeune autrice qui est née en 84, qui est féministe, mais c'est une pièce, hein, on vous raconte une histoire avec des relations, des choses qui ne sont pas du tout manichéennes. C'est une pièce qui pose... Moi, dans mon travail, j'aime poser des questions. Je ne fais pas du théâtre à message, ce n'est pas un pamphlet féministe, c'est une pièce de théâtre, c'est une fiction, c'est une histoire qui traite... dont, dans les thèmes, on peut parler de ce thème de sororité, mais il y en a plein d'autres. Il y a des thèmes politiques. Voilà, on parle c'est une pièce qui a été écrite par une jeune autrice anglaise post-Brexit qui parle d'une histoire qui se passe en 1759, qui est le début des grands empires coloniaux, qui pose plein de questions de société, qui pose plein de questions sur, je ne sais pas, le fanatisme, la justice, la féminité, qui parle de plein de choses dont on ne parle jamais sur un plateau. Ça, c'est la partie féminine, la maternité, la gynécologie, le pouvoir, la légitimité, la maternité, la fidélité, voilà, les suites de couches, des trucs, l'allaitement, des trucs pas glamour du tout, dont on parle jamais sur un plateau. Du coup, ça, c'est vraiment génial de pouvoir le faire avec humour comme elle le fait,
en racontant une histoire qui se passe en 1759, mais qui résonne tout simplement parce qu'elle est écrite en 2020, c'est un texte contemporain, donc elle résonne avec toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, mais qui n'est pas la seule question pour moi du spectacle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pourquoi je l'ai monté? Parce que franchement, c'est un truc de fou. L'histoire est géniale, c'est hyper bien écrit. Il y a 13 rôles de femmes. Moi, j'ai une passion pour les actrices. Il y a 3 acteurs dans le spectacle, je le dis, qui sont vraiment des amours et qui ont été super et vraiment qui sont dévoués à ce projet. Enfin voilà. En tout cas, je trouve que le sujet est hyper intéressant et que la façon dont il est traité est hyper intéressant aussi parce que ce n'est pas un message. Ce n'est pas un pamphlet, c'est un spectacle. Pour moi, l'endroit du théâtre, c'est l'endroit du débat. Donc, ça pose des questions et je suis hyper contente après que les spectateurs ne soient pas d'accord, n'aient pas le même point de vue sur la pièce ou sur l'accusé, en tout cas, puisque c'est un procès. C'est une délibération de jury. Donc, je pense que les gens qui l'ont vu, il y en a qui sont contents du dénouement, d'autres moins. J'espère pas trop qu'ils sont contents, mais en tout cas, chacun est libre de se positionner en fait en fonction de qui il est et voilà. Mais ça pose des questions. C'est l'endroit du débat, quoi. Est-ce que c'est aussi un sujet extrêmement, c'est moi qui parle, Chloé, aussi un sujet extrêmement contemporain, oui c'est moi, parce qu'il est question du corps des femmes et que ça c'est un sujet dont on n'a pas réellement beaucoup parlé pendant longtemps et qui émerge beaucoup dans le débat public sur Instagram, sur les réseaux sociaux, l'allaitement, la parentalité, le corps, les règles, des sujets qu'on n'entendait pas avant en réalité. C'est peut-être très contemporain pour ça, non ? Ok, c'est bon. Tout à l'heure, vous avez donné une définition, dans une citation d'un ouvrage, de la sororité comme une démarche consciente. Mais je voulais avoir votre avis, parce que j'ai pas l'impression, moi, que ce soit forcément conscient, et que ça peut aussi être inconscient, une démarche même naturelle. Et donc, je voulais savoir votre avis par rapport à ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et après, je pense que le truc, c'est qu'après, en fait, ça peut être une démarche naturelle qui, après, je pense qu'on conscientise. Je pense que ça dépend des gens, en fait. Mais je pense que c'est après, on conscientise, on met des mots sur les choses. Et puis, mais je sais pas. Ouais, la vie, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Alors, je relais. Donc, il y a une autre question. Donc là, c'était un commentaire. Donc, dans le public, on nous dit que c'est intéressant que pour parler de la thématique de la sororité, on ait choisi le spectacle, votre spectacle. Je pense que c'est autour du spectacle a été choisi ce thème de la sororité qui est présent dans le spectacle. La seule chose que je veux dire, c'est que là, on ne parle pas forcément du spectacle puisqu'on est 3 et que le spectacle ne parle pas que de ça. Voilà. Mais c'est un des thèmes du spectacle. Mais encore une fois, voilà, je pense que les personnes qui ont choisi ce thème ont lu la pièce ou ont vu le spectacle, se sont dit, tiens, autour du spectacle, ce serait chouette d'organiser un débat sur ce sujet. Mais en tout cas, en même temps, il y a 13 femmes sur un plateau qui sont un exemple de... Enfin voilà, c'est l'histoire, quoi. Oui, juste pour après vous donner la parole, juste pour effectivement dévoiler les coulisses d'université. Effectivement, les thématiques sont arrêtées à partir de spectacles. On se dit, tiens, on va inviter tel ou tel artiste et dans ce spectacle, il y a tel ou tel thème notamment qui est abordé. Et on va tirer le fil et puis après envisager d'inviter d'autres personnes.
et une question. Ouais. Oui, et ben, c'était pour rebondir justement. Moi aussi, je me suis demandé en regardant la pièce pourquoi est-ce que ça avait été associé à ce terme de sororité, parce que je me suis dit il faut un petit peu la chercher quand même dans l'histoire, à certains moments en tout cas. Enfin, ça dépend des personnages. Mais je me suis donc ça m'a, comme vous disiez, ça m'a fait me poser beaucoup de questions, et notamment je me suis demandé si on pouvait pas en avoir une lecture qui consisterait à voir justement comment est-ce que la sororité qui a priori existe au départ entre ces femmes a été broyée par le dehors, en fait, par en l'occurrence la société patriarcale qui est ultra présente dans cette Angleterre du 19e siècle, c'est bien ça, 18e siècle. Et voilà, et donc je me demandais si vous en aviez aussi eu cette lecture ou pas du tout. Ben, moi, j'irais un petit peu à l'envers. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont voir le spectacle ce soir ou pas? Ok. Il y a... Alors, comment je peux faire? Il y a quand même 2 très beaux moments dans cette pièce. Les plus beaux moments de cette pièce sont des moments de sororité absolue entre ces femmes que tout sépare. D'abord, leurs conditions sociales, c'est très important dans la pièce, hein. Je dirais, il y a des gens qui sont quand même très pauvres et des gens qui sont très riches et qui se détestent et qui, à l'époque, ne peuvent pas s'entendre pour des raisons assez évidentes, qui sont indépendantes de leurs conditions féminines, qui sont des raisons... c'est une histoire de lutte des classes aussi. Donc, ces femmes que tout sépare, qui ne sont pas d'accord sur leur présence ici, à quoi elle sert et ce qu'elles vont en faire, je ne spoil pas pour l'instant, ça va. Eh ben, elles ont des moments dans cette pièce où elles font des choses. Il y a 2 moments, je dirais, où elles font des choses. Alors, il y a un moment de groupe et un moment où elles sont moins nombreuses. Enfin, je veux dire, où elles prennent des décisions, elles font des choses ensemble alors qu'elles sont censées se détester quand même. Donc, je pense que la sororité, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la compétition, on peut ne pas s'entendre dans la vie, n'avoir aucune raison de se rencontrer, être de milieux sociaux différents et avoir des intérêts différents. Il y a des sujets où là, en fait, c'est la condition de cette fille ou d'une autre fille qui est beaucoup plus... qui va toucher à la question de la condition de la femme, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel milieu social, qui vont les réunir parce que là, à cet endroit-là, elles sont toutes pareilles. Ce sont des femmes. Mais il y a plein de moments dans la pièce où elles se détestent, elles ne sont pas d'accord. Mais il y a des moments où elles sont toutes là, à cet endroit-là, des femmes. Et la pièce, elles ne sont pas sororales du début à la fin, on est bien d'accord. Il y a quelques rendez-vous, quoi. Sur la sororité, la compétition, la concurrence ou le conflit, je pense qu'on ferait fausse route si on imaginait que sororité égale, je sais pas, angélisme, voilà, accord parfait en permanence. On peut très bien avoir une attitude ou une volonté, une éthique de vie de sororité, tout en n'étant pas d'accord. Et au contraire, parce que pourquoi les femmes plus que des autres, plus que n'importe qui d'autre, devraient absolument être exemplaires et ne pas s'autoriser le droit de ne pas être d'accord les unes avec les autres. Et je trouve que c'est mettre encore plus de pression sur les femmes que d'imaginer qu'elles doivent systématiquement être d'accord, parce que le conflit, en fait, c'est le conflit ou le désaccord, disons, c'est quand même la base des relations humaines. Savoir les résoudre, c'est juste un défi, quoi. C'est ce qui permet d'avancer. Je crois qu'on avait une question. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit, on était toutes pareilles, on est dans la pièce, on est toutes pareilles, riches. Voilà, je voudrais témoigner. Je viens de vivre une expérience tout à fait particulière de sororité, puisque je suis partie 9 jours dans le désert du Sahara, dans un contexte extrêmement dépouillé, puisque nous étions en nomadisme dans des tentes de berbères. Et bien évidemment, j'ai rencontré 12 femmes. C'était un groupe de 12 femmes, avec des cercles de femmes et des moments de rencontre tout à fait privilégiés. Et c'est vrai qu'on a fait connaissance, on a su qui on était dans la vie sociale, dans la vie sociétale, toutes catégories confondues. Et j'ai noté que, en effet, dans un contexte vraiment de dépouillement, on n'avait pas d'eau, c'était la toilette du chat pendant 7 jours.
il y a tout qui nous a réunis, quels que soient nos horizons. Et je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure, je trouve que c'est plus instinctif, la sororité. C'est vrai que c'est un concept moral, mais ça a toujours existé, je trouve. Et quelles que soient les positions qu'on a dans la société, la sensibilité, l'empathie, le terme a été employé, il est là. Je crois qu'il est plus fort que tout le reste, quoi. Et il faut sortir de l'apparence, ce dont vous parliez tout à l'heure, Madame Desquet, l'apparence qui peut effectivement brouiller les pistes, quoi, de la rencontre avec l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Peut-être, moi j'ai juste une dernière remarque et question. Alors en partant de la pièce pour après l'étendre à vous trois, ce qui est beau sur le plateau, c'est qu'effectivement on voit de très belles comédiennes, voilà. Et notamment, ce qui est notamment beau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont merveilleuses dans cette pièce, et c'est des comédiennes qui sont de générations différentes, qui sont d'origines ethniques différentes. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, cette diversité qui n'est pas toujours portée au plateau. Et par rapport à la question de sororité, c'est vrai que ça a été aussi posé, le fait que, justement, j'ai nommé une féministe afro-américaine qui s'appelle Bell Hooks, et qui disait que ça restait quand même la sororité, une notion très bourgeoise blanche. On disait c'était des féministes blanches bourgeoises qui mettait ce terme en avant, mais elle le défendait malgré tout. Elle disait, voilà, c'est vrai qu'on voit que dans les mouvements, ça restera à un certain niveau, mais il faut arriver à dépasser tout ça. Et par rapport à ce que vous vivez à vos endroits, comment est-ce que justement, il y a aussi cette... alors, je ne sais pas si c'est un effort. Est-ce que spontanément, est-ce que c'est un effort d'aller vers des personnes qui sont d'origine très différentes? Est-ce que spontanément, des personnes d'origine différentes vont aussi s'autoriser, puisqu'on a utilisé le terme, à participer à des groupes de femmes déjà préconstituées? Voilà, c'était pour aborder peut-être la question de l'inclusion au sens beaucoup plus large. Qui est une question extrêmement difficile et qui, pour terminer, va... Moi, je pense qu'il y a autant de féminisme que de féministes. Et donc, effectivement, je sais qu'il y a des écoles où il y a des groupes. Et qu'il y a cette question de l'intersectionnalité. Donc, mon point de vue qui est le mien, et qu'on ne peut pas avoir une attitude de sororité si on n'essaie pas de déconstruire ses propres privilèges. Et je pense qu'on peut effectivement, que c'est extrêmement important d'être à l'écoute des problématiques des uns et des autres, et il est toujours beaucoup plus difficile d'être victime de biais sexistes, et en plus d'être racisé, et en plus d'être pauvre, et en plus d'être victime de violences sexistes et sexuelles, etc. Donc je pense qu'il faut regarder les choses dans la globalité, toujours, faut regarder un humain dans sa globalité et dans ses problématiques diverses, quoi. Donc moi je pense qu'effectivement on ne peut pas se revendiquer de sororité si on ne fait pas un peu attention à l'ensemble de la problématique. Mais c'est pas facile. Mais c'est un bon exercice je trouve que c'est très intéressant de se dire quels sont les privilèges dont je bénéficie à mon insu, en fait, sans moi m'en rendre compte. C'est souvent un bon exercice d'ailleurs pour les hommes qui ne se rendent pas compte à quel point ils bénéficient d'un privilège en sortant dans la rue à 3h du matin, absolument sans crainte, et heureux de pouvoir découvrir la ville, alors que nous, on regarde derrière. Bref. Écoutez, merci à toutes les trois, merci à tous et à toutes. Et donc on se donne rendez-vous pour le prochain Université, donc ce sera le numéro 10, sur une thématique qui n'est pas encore définie, suspense. Et le spectacle Le Firmament est à 20h, Chloé, c'est ça? C'est à 20h et normalement je vous ai rien spoilé du tout. Voilà. Merci beaucoup.